la ferme de la sorcière. La sensation d'être observé est en réalité plus effrayante que de voir des choses. Si quelque chose vous observe, vous supposez que son prochain geste sera de passer à l'action. Tout a commencé à la fin des années 80 en Égypte. Une histoire d'horreur égyptienne. Bill Rich, son fils adolescent, Lawrence et sa nouvelle compagne Liz se réveillèrent tôt un matin pour devancer l'afflux de touristes. Lawrence avait longtemps rêvé de visiter l'Égypte et d'explorer les lieux de repos des pharaons. Bill, qui n'avait entamé une relation avec Liz que depuis peu, pensait que ce serait l'occasion parfaite pour que le couple crée des liens. Bien qu'il fût tôt, la chaleur du soleil était déjà brûlante. Ils entrèrent dans la pyramide de Khéops et furent instantanément frappés par un mur d'air froid et humide. Alors qu'ils s'enfonçaient dans les passages obscurs, s'aventurant plus profondément à l'intérieur, ils étaient les seuls touristes à pénétrer dans la pyramide. Liz ouvrait la marche et entra la première dans la chambre funéraire. Presque instantanément, elle fut accueillie par une vision étrange. Elle vit des dizaines de ce qui ressemblait à de minuscules lumières dansant autour des murs de la chambre funéraire, mais apparemment sans source d'où provenait cette lumière. Elle mentionna ces curieuses lumières à Bill et Lawrence, mais ils furent choqués quand ni l'un ni l'autre n'eurent la moindre idée de ce dont elle parlait. Ils ne voyaient aucune lumière, mais le garçon et son père semblaient figés sur place. Bien qu'ils ne pussent voir ce que Liz voyait, au moment où ils entrèrent dans la chambre, ils furent tous deux frappés par un sentiment de malaise paralysant. Liz demanda ce qui n'allait pas, à quoi Bill répondit « Je ne sais pas, je sens quelque chose », ce à quoi Lawrence dit la même chose. Des instants s'écoulèrent dans la chambre froide et silencieuse lorsque soudain, tous les trois ressentirent quelque chose. Ce n'était rien de tangible, rien ne s'était produit, mais tous trois affirment avoir eu simultanément l'impression qu'une présence était entrée dans la pièce et se trouvait maintenant avec eux. Cette sensation était si forte qu'elle déclencha instantanément chez les trois l'instinct de combat ou de fuite, et ils coururent aussi vite que possible pour sortir de la pyramide. En soi, cet incident aurait pu être attribué à une sorte d'illusion d'optique et à la sensation très naturelle de peur lorsqu'on se tient dans un environnement qui peut être assez troublant. Après tout, c'était un tombeau. Mais il est plus difficile de le rejeter comme insignifiant quand on sait ce qui va suivre. Éole Fanog. De retour en Angleterre, l'incident fut vite oublié, et la relation entre Liz et Bill commença à s'épanouir. Ils décidèrent bientôt d'emménager ensemble, et furent ravis lorsqu'ils découvrirent une pittoresque ferme au cœur de la campagne galloise qui correspondait à leur budget. Ils étaient loin de se douter à l'époque que ce déménagement allait devenir le moment décisif de leur vie. Ils étaient sur le point d'entrer dans un monde inexpliqué, un monde où la réalité elle-même semblait s'effilocher sur les bords. Cette ferme serait connue sous de nombreux noms au fil des ans. La ferme de l'enfer, la ferme des sorcières et même le Amityville gallois, mais ils la connaissaient à l'époque sous son véritable nom, Éole Fanog. Ce serait l'endroit qu'ils appelleraient leur foyer pendant les années suivantes, et le lieu qu'ils regretteraient bientôt d'avoir foulé. Peu après leur mariage, Bill, Liz et Lawrence ont tous emménagé dans la ferme à la fin de l'été 1989, Liz étant déjà très enceinte. Lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois sur la propriété, ils ont décrit une sensation étrange. Dès qu'ils ont franchi le portail, ils ont été frappés par ce qui ressemblait à un changement atmosphérique bizarre, comme s'ils étaient entrés dans un dôme invisible, une bulle protégeant leur nouvelle maison. Ils ont vu cela comme un signe positif. Un sentiment de sécurité les a envahis. Cela donnait à la ferme l'impression d'être un havre de paix, loin du monde extérieur, ce qu'ils recherchaient exactement. Éole Fanog est extrêmement isolé, l'endroit parfait pour une jeune famille cherchant à prendre un nouveau départ, et pour Bill, qui était peintre, un métier offrant la distraction idéale et un environnement libre pour son travail créatif. Liz et Bill sentaient tous deux qu'ils devaient être prudents avec Lawrence. Ils avaient déraciné l'adolescent de son foyer, et avec une nouvelle belle-mère en la personne de Liz, il y avait une certaine tension, bien que le couple s'entendait apparemment la plupart du temps. Liz affirmant qu'ils agissaient presque comme frères et sœurs. En octobre de cette année-là, le petit Ben est né, et une fois qu'ils l'ont ramené à Éole Fanog, ils ont eu le sentiment d'être enfin prêts à commencer ce nouveau chapitre de leur vie. Mais, juste un mois après cela, tout a commencé. La première rencontre paranormale.
Liz et Bill venèrent de faire l'amour quand Bill fut pris de remords, demandant à Liz s'il n'avait pas été trop bruyant. Mortifié à l'idée que son fils ait pu les entendre dans la vieille ferme, où le son pouvait évidemment se propager facilement, Bill se leva pour aller aux toilettes tandis que Liz commençait à nourrir Ben. Il ouvrit doucement la porte de Lawrence pour le trouver profondément endormi. Il descendit aux toilettes, et alors qu'il urinait, perdu dans ses pensées, il fut soudainement ramené à la réalité quand, venant de l'étage au-dessus, il entendit le fracas bruyant de ce qui ressemblait à quelqu'un courant avec des bottes. Ce n'était pas quelqu'un qui se faufilait discrètement. Le bruit soudain dans le calme de la nuit lui fit un sacré choc. Puis vint à nouveau le sentiment de culpabilité. Ce devait être Lawrence. Il avait dû les entendre après tout. Il retourna dans la chambre pour découvrir que, malgré le bruit provenant du même étage que les chambres, Liz n'avait aucune idée de ce dont Bill parlait. Elle venait juste de rendormir le bébé et n'avait rien entendu du tout. Électricité and hantise. Il existe souvent une étrange interconnexion entre les phénomènes paranormaux et l'électricité. Les courants électriques semblent fréquemment manipulés, voire contrôlés dans de nombreux cas, et c'était particulièrement vrai à Éole Fanog. Le matin suivant l'incident des bruits de pas, Bill faisait de son mieux pour le chasser de son esprit. À la lumière du jour, tout semblait ridicule, comme si ce n'était rien d'inquiétant, mais il allait bientôt avoir un autre choc. Il s'assit à la table de la salle à manger et ouvrit la dernière facture d'électricité. Il fut stupéfait de voir qu'on leur facturait 50 livres sterling pour le trimestre. Pour l'époque et la taille de leur propriété, c'était une facture astronomique. Il n'y avait aucun moyen qu'ils puissent consommer autant d'énergie pour ce qui se résumait à quelques appareils et l'éclairage. Ce n'était pas un événement isolé. La compagnie d'électricité facturait à la famille des montants similaires pendant la majeure partie des années où ils sont restés dans la maison, ce qui a conduit à une bataille entre le fournisseur et Bill. La compagnie d'électricité a envoyé plusieurs techniciens pour essayer de trouver la source de la consommation, mais a conclu qu'il n'y avait aucun défaut sur la ligne arrivant à la maison. Par conséquent, le problème, s'il y en avait un, était le résultat de quelque chose à l'intérieur de la propriété, ce qui signifiait que c'était la responsabilité de la famille Rich. Bill a fait tester et mesurer la consommation électrique de tous leurs appareils dans la maison. Il a coupé le courant par moment et a fait vérifier entièrement la maison, mais personne ne pouvait trouver de raison expliquant pourquoi la maison consommait une si grande quantité d'énergie. Bill a même entamé une contestation juridique des factures qu'il recevait. La situation avec l'électricité ne s'améliorerait pas jusqu'à... Eh bien, nous y reviendrons plus tard. Le même jour où la facture était arrivée, Liz était à l'étage en train de nourrir Ben pendant que Bill préparait du café au rez-de-chaussée. Lawrence était sorti. Cette fois-ci, c'est Liz qui entendit quelque chose d'étrange. Le claquement bruyant de portes à l'étage de la maison, commençant par le bout du couloir. Elle entendit le bruit de chaque porte claquer jusqu'à ce qu'il atteigne la porte fermée de la chambre où elle se trouvait. Elle fut à la fois terrifiée et déconcertée lorsqu'elle entendit également la porte de la chambre claquer, mais en la regardant, elle réalisa que la porte n'avait pas bougé. Pourtant, elle faisait toujours le bruit de quelqu'un la claquant violemment. Bill monta en trombe pour voir ce qui se passait, pour ne trouver que sa femme serrant leur bébé, terrifiée. Le couple eut une conversation en bas dans la cuisine à propos de ce qui venait de se passer, ainsi que de la nuit précédente, quand cette fois, ils entendirent quelque chose ensemble. Des pas à nouveau sur le palier de l'étage, plus silencieux cette fois, pas les pas bruyants de la nuit d'avant. Ils l'entendirent ramper le long du palier au-dessus de leur tête, puis furent tous deux figés de peur lorsqu'ils l'entendirent se diriger vers les escaliers et commencer à descendre marche par marche. Finalement, le bruit atteignit la dernière marche, mais personne ne tourna au coin pour entrer dans la cuisine. Bill s'approcha de l'embrasure de la porte et bondit rapidement pour regarder en haut des escaliers. Il n'y avait personne. Tout comme l'électricité qui se vidait, ce fut le premier de nombreux incidents impliquant des bruits de pas fantômes. Ce phénomène deviendrait rapidement familier pour la famille et serait présent tout au long de leur séjour dans la maison. Quelques jours plus tard, Bill fut confronté à une odeur distincte de soufre dans la cuisine, qui semblait apparaître et disparaître en un instant. Une fois de plus, plusieurs personnes furent appelées pour enquêter sur l'origine de cette odeur, mais personne n'en trouva jamais la source. À travers les différentes versions de cette histoire, Bill et Liz suggéraient souvent qu'ils avaient commencé à penser qu'il y avait une malédiction, sinon sur eux-mêmes, du moins sur l'endroit qu'ils appelaient désormais leur foyer. Une malédiction.
Tout au long des premiers mois de 1990, cette malédiction, comme il l'appelait, se fit connaître. Le travail de Bill commença soudainement à se tarir. Un peintre autrefois prospère avec de nombreux clients voyait ses commandes annulées à la dernière minute sans explication et une absence continue de nouveaux clients le contactant. La batterie de la voiture familiale se déchargeait régulièrement sans raison apparente. Ceci, combiné à la situation financière de plus en plus inquiétante dans laquelle les riches se trouvaient rapidement, les conduisit à vendre leur voiture, les isolant davantage du monde extérieur. Puis, il y eut les étranges événements avec les animaux. La famille avait un chien, un chat et un cochon d'Inde, ainsi qu'une petite poignée d'animaux de ferme qu'ils gardaient sur la propriété. Tous commencèrent à montrer des signes de comportement étranges, presque psychotiques. La chèvre donna naissance à 2 chevreaux et en écrasa presque immédiatement un. Le cochon attrapa une maladie et dut être abattu. Le chien de la famille commença à agir bizarrement avant de s'enfuir. Le cochon d'Inde fut retrouvé mort dans sa cage et le chat se mit à marcher régulièrement en cercle, perturbé par quelque chose. Bien que pris individuellement, cela puisse sembler normal pour de nombreux propriétaires d'animaux, le fait que tout cela se soit produit dans un laps de temps si court est inhabituel. En plus de tout cela, Liz et Bill étaient constamment envahis par le sentiment d'être observés à toute heure du jour, comme s'il y avait une présence avec eux à l'intérieur de leur maison, une présence qu'ils ne pouvaient pas voir, mais qui leur semblait très réelle. Une présence très similaire à celle qu'ils avaient ressentie au fond des sombres chambres de cette pyramide égyptienne. Quant à Laurence, s'il vivait quelque chose de semblable, il n'en disait rien à Liz et Bill, non pas qu'il lui parlait beaucoup de toute façon. Une possession. Presque exactement au moment où les phénomènes paranormaux apparents ont commencé, le comportement de Laurence a pris un tournant drastique pour le pire. Il était passé d'un garçon gentil et amical à quelqu'un de froid et distant, traversant la maison comme une furie et interagissant à peine avec son père ou sa nouvelle belle-mère. Dans un effort pour lui permettre de laisser sa marque dans son espace, Bill lui a donné de l'argent pour peindre sa chambre. Il est resté éveillé jusqu'aux premières heures du matin pour la peindre. Quand Bill et Liz y sont entrés le lendemain, ils ont découvert qu'il avait peint toute la pièce d'un rouge sang oppressant et vif. Il devenait de plus en plus grossier et agressif, gardant le couple éveillé la moitié de la nuit en faisant du bruit dans sa chambre et en regardant des films d'horreur à plein volume toute la nuit. Lorsque la grand-mère de Laurence est venue en visite, Laurence est une fois de plus entrée dans la ferme et a traversé la pièce en trombe, passant devant tout le monde pour se réfugier dans sa chambre. Sa grand-mère a décidé d'avoir une conversation avec lui. Laurence était déjà dans les escaliers quand elle lui a demandé de s'arrêter. Laurence a crié à sa grand-mère de s'éloigner de lui d'une voix que Bill affirme ne pas avoir reconnue. Quand sa grand-mère a tenté de parler à nouveau, Laurence lui a hurlé de dégager d'un ton presque démoniaque et lui a craché au visage avant de monter l'escalier en furie. Laurence ne quitterait pas sa chambre pour le reste de la soirée, mais une fois de plus, Bill et Liz sont restés éveillés la majeure partie de la nuit, entendant Laurence faire du vacarme dans sa chambre et hurler à plein poumon. Mais quoi qu'ils essaient, ils refusaient de déverrouiller sa porte. Le lendemain matin, après qu'il soit sorti, ils ont vérifié sa chambre pour découvrir qu'il avait fait des trous dans le mur et saccagé toute sa chambre. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à chercher de l'aide, contactant un prêtre catholique local qui est venu bénir la maison. Pendant quelques jours au moins, cela semblait faire une différence, mais à peine 4 jours plus tard, Liz rentrait à la maison avec bébé Ben quand elle leva les yeux vers la maison et vit le visage d'une vieille femme qui la regardait depuis la fenêtre de la chambre de Ben. Liz se précipita dans la maison et monta dans la pièce, mais il n'y avait personne. Encore une fois, ce n'était pas un événement isolé. La vieille femme n'a pas été vue uniquement par Bill et Liz au fil des ans, mais aussi par Ben et leur fille à naître, Rebecca, qui se souviennent l'avoir vue dans leur chambre d'enfant. Fait effrayant, ils ont simplement supposé qu'il s'agissait du souvenir d'un membre de la famille ou de quelqu'un qui s'occupait d'eux et non d'une apparition. Au moins, la vieille dame ne semblait pas être la source de l'énergie négative que la famille ressentait dans la maison. Liz la décrivait souvent comme ayant l'air triste et elle semblait presque veiller sur les enfants, les protégeant. Elle était habituellement dans la salle de jeu et il y avait toujours cette vieille femme là-bas, et elle ne parlait jamais, elle ne bougeait jamais. À cet âge-là, on pense simplement que c'est normal, comme si n'importe quoi pouvait se passer autour de vous et que vous supposiez simplement que c'est normal, c'est ce que les gens voient. Je ne pense pas que nous en ayons parlé à qui que ce soit, je pense que nous avons simplement supposé que maman et papa devaient l'avoir vue aussi.
Après un certain temps passé à enquêter sur l'histoire de la propriété, Liz commença à réaliser que cette femme était le portrait craché d'une femme qui avait vécu dans la maison auparavant, avant sa mort. Spiritualiste and exorciste. Au cours des mois suivants, le couple a cherché de l'aide et a été contacté par toute une série de personnes du monde de la spiritualité. Des médiums, des membres d'églises spirites et même des exorcistes ont tous fait le déplacement jusqu'à Éole Fanog pour tenter de percer le mystère de ce qui s'y passait et essayer d'aider la famille. Diverses affirmations ont été faites par les spirites sur ce qui se déroulait dans la maison, notamment la présence des esprits de 7 sorcières dans la région. Il est à noter que les Brecon Beacons ont effectivement une longue histoire liée à la sorcellerie. D'autres prétendent que la ferme était construite sur une série de lignes telluriques sombres qui pourraient être responsables de l'attraction d'énergie négative vers la maison, ainsi que la suggestion que la ferme était en fait bâtie sur un ancien cimetière celte. D'autres encore affirmèrent qu'il y avait en réalité 4 esprits résidant dans la ferme, 2 jeunes hommes, une femme âgée, et quelque chose qui semblait cacher sa véritable identité, quelque chose qui était apparemment attaché à Bill. L'un des spirites qui a visité la maison s'est montré extrêmement préoccupé par l'effet négatif que la maison avait sur Laurence. Après une profonde introspection, Bill a décidé, pour la sécurité de son fils, qu'il devait prendre cela au sérieux. Il ne comprenait peut-être pas, il ne croyait peut-être pas entièrement à toutes les affirmations farfelues qu'on lui lançait, mais ce dont il était certain, c'est que depuis qu'il avait emménagé dans cette maison, Laurence était devenue une personne différente. À contre-cœur, il envoya le garçon en pension. Laurence était naturellement furieux de la décision de son père, mais apparemment, cela a fonctionné. Presque immédiatement après avoir quitté Éole Fanog, Laurence est redevenu le jeune homme positif qu'il était avant son arrivée, et avec le temps, il a reconstruit sa relation avec son père et Liz. De tous les enfants, Laurence semblait être celui le plus affecté par les événements qui se sont produits à Éole Fanog, et curieusement, c'est celui qui est le plus réticent à en parler publiquement. Pendant ce temps, quoi que ce soit qui affectait les animaux des Reach semblait se propager dans toute la région. De nombreux agneaux et veaux naissaient soit aveugles, soit difformes. Les habitants étaient bien conscients de ce qui se passait à Éole Fanog à ce stade, et avaient même contacté les Reach pour les informer que des événements étranges similaires s'y étaient produits depuis des années maintenant, ce qui avait conduit Liz à découvrir une histoire extrêmement bizarre racontée par un plombier local. Les toilettes du bâtiment semblaient s'être détachées du sol. Liz contacta un plombier, mais après examen, les toilettes étaient en parfait état, comme si quelque chose les avait déplacées puis remises en place. Le plombier raconte à Liz que ce n'est pas sa première rencontre avec la ferme. Dans les années 60, il avait installé des radiateurs pour la femme qui y vivait. Même lors de cette première visite, l'apprenti du plombier avait eu un mauvais pressentiment à propos de l'endroit et avait refusé d'y rester seul. Le plombier installa les radiateurs et, après une longue journée de travail, rentra chez lui. Le lendemain matin, il fut réveillé par un appel téléphonique de la femme de la ferme. Elle s'était réveillée pour découvrir que les radiateurs avaient été retirés des murs. Ne sachant pas comment c'était possible, le plombier revint et les réinstalla tous. Le jour suivant, il reçut un appel. Cela s'était reproduit. Cela se répéta encore et encore, le plombier revenant chaque jour pour essayer de remettre les choses en ordre. Il n'a jamais pu expliquer comment cela s'était produit. Il n'était pas le seul entrepreneur local à prendre contact. Un maçon informa également Bill que de nombreuses fermes de la région avaient leurs propres cimetières familiaux autrefois, et qu'en fait, certaines parties de Éole Fanog avaient été construites avec des pierres provenant de vieilles tombes oubliées et endommagées dans les environs. Un autre voisin s'adressa au couple, sachant que Bill était peintre, ils lui demandèrent s'ils seraient d'accord pour peindre leur cheval préféré, une opportunité que Bill saisit immédiatement en raison de ses problèmes financiers. Il peignit le cheval, se tenant fièrement dans un champ voisin. Pour une raison inexplicable, Bill n'arrivait pas à représenter correctement l'une de ses pattes arrière. Il fit de son mieux, mais pour une raison quelconque, il n'arrivait tout simplement pas à lui donner un aspect normal. Finalement, il termina du mieux qu'il put et apporta le tableau chez son voisin. Il trouva ce dernier dans un état lamentable. Il s'avéra que le cheval s'était cassé la jambe, et l'homme avait été contraint de l'abattre. Lorsqu'il regarda la peinture, le visage de l'homme devint livide. La patte avec laquelle Bill avait eu tant de mal était la même que celle que le cheval s'était brisée. Le champ dans lequel il l'avait peint était le même champ où le cheval avait été abattu. L'endroit où il se tenait était le même endroit où il était maintenant enterré.
ébranlé jusqu'au plus profond de son être, et croyant désormais pleinement ce que les autres avaient dit à propos de la malédiction, l'homme brûla le tableau. À chaque fois qu'un nouvel enquêteur ou médium venait à la maison pour tenter de la bénir, les choses se calmaient inévitablement. Mais cela ne semblait fonctionner que pour une courte période, puis l'activité reprenait de plus belle. Environ 1 an après leur emménagement, Lise commença à apercevoir quelqu'un à l'extérieur de la ferme, debout dans le jardin, partiellement caché par les arbres. Elle levait les yeux et voyait cette personne qui se tenait là calmement, en train d'observer. Mais Lise n'arrivait jamais à bien la distinguer, et la silhouette disparaissait toujours quand elle sortait pour aller à sa rencontre. À ce moment-là, Lise était de nouveau enceinte, cette fois de leur fille Rebecca. L'arrivée de Rebecca sembla provoquer davantage d'apparitions de la vieille femme triste dans la maison. Toute la famille était épuisée, exténuée, désorientée. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait ni de comment y mettre fin. Leur demande de déménagement auprès du conseil local restait sans réponse. Juste après Noël, en 1990, Lise a vu quelque chose qui l'a poussée à bout. Là, debout dans sa maison, se tenait une silhouette sombre de plus de 2 mètres de haut avec une tête étrangement formée. Cette apparition, plus que toute autre, a glacé le sang de Lise, et elle a ressenti une sensation de mal malveillant. Elle a alors décidé qu'elle devait faire sortir sa famille de la maison, quitter Éole Fanog. La famille se réfugia chez la mère de Lise. Pendant leur séjour, le couple prit contact avec davantage de chefs religieux, dans l'espoir que quelqu'un puisse les aider. Bien que n'étant pas particulièrement croyants auparavant, les deux se tournèrent vers le christianisme comme une potentielle issue à l'enfer dans lequel ils se trouvaient désormais. Bien que l'activité étrange ne semblait pas les suivre à un degré aussi extrême, il y eut quelques incidents bizarres à noter durant leur séjour chez la mère de Lise. Des flaques d'eau commencèrent à apparaître dans la maison, mais sans aucun signe apparent de fuite. Plus intrigante encore, la mère de Lise trouva un pendentif chez elle. Il semblait être d'origine égyptienne. Supposant qu'il appartenait à Lise, elle le lui rendit, mais Lise fut tout aussi perplexe. Elle ne l'avait jamais vu non plus. Lorsque Bill prit le pendentif, il ressentit ce qu'il décrivit comme un choc électrique et le laissa tomber. Profondément troublé par cet incident, Bill détruisit le pendentif. La famille retourna à Éole Fanog, cette fois-ci accompagnée d'un pasteur baptiste, David Holwood, et d'une ancienne sataniste autoproclamée, Anita Dickinson, à 2 occasions distinctes. Lorsque Holwood et Dickinson se rendirent à la ferme en voiture, des oiseaux s'écrasèrent contre leur pare-brise pendant qu'ils conduisaient. Pendant son séjour dans la maison, les peintures de Bill étaient passées de joyeuses et sereines à sombres et oppressantes. Holwood croyait que certains objets à l'intérieur de la maison pouvaient alimenter l'énergie présente, et il fit brûler à Lise et Bill toute une série de leurs biens, y compris un certain nombre de livres que Bill avait collectionnés au fil des ans sur le spiritisme et l'occultisme, et plus particulièrement une peinture sur laquelle Bill travaillait qui contenait l'image d'un œil omniscient. Lise a vécu l'un de ces incidents les plus troublants à cette époque. Elle se retrouvait constamment réveillée par le bruit du chat qui faisait des sons étranges, quelque part entre un ronflement et un ronronnement. Une nuit, elle entendit ce bruit venant de sous son lit. Elle jeta un oreiller en dessous pour déranger le chat, mais cela n'arrêta pas le bruit. Lise se leva et réalisa que le son ne venait pas de sous le lit, mais de la fenêtre. De plus, elle se rendit compte que ce n'était pas le son d'un chat, c'était plus profond, plus guttural, plus vicieux. Mais lorsqu'elle s'approcha de la fenêtre, le son s'atténua. Elle ouvrit brusquement les rideaux et le bruit s'arrêta. Il n'y avait rien là. Le son continua d'être entendu par Lise, lui causant de nombreuses nuits blanches dans les semaines qui suivirent, et elle ne fut jamais capable d'en identifier la source. Après cet incident, Bill commença à peindre ce qu'il décrivait comme son chef-d'œuvre, la peinture d'un gigantesque crucifix lumineux qu'il nomma « Témoignage ». Ce nom serait repris par le journaliste Mark Shador pour son livre sur Éole Fanog. Il est vivement recommandé de le consulter si vous souhaitez approfondir le sujet. Il contient des interviews de première main avec beaucoup de personnes impliquées et a été une ressource inestimable pour la création de cet épisode de la Bibliothèque des bandes. La combustion des objets et le travail de Holwood permirent à la ferme de connaître sa première période de paix prolongée depuis l'emménagement des Rich. Tout au long de l'année 1992, ils vécurent dans un calme relatif, sans être dérangés par les étranges phénomènes. Lise
apercevait parfois des silhouettes dans le jardin, mais elles ressemblaient à des ombres à la périphérie de sa vision. Elles disparaissaient dès qu'elle les regardait. Le compteur électrique, cependant, continuait de subir des dommages. Quoi qu'il y ait à Éole Fanog, ce n'était pas parti. Ça se reposait simplement. Puis vint 1993, et avec elle la découverte que Liz était à nouveau enceinte. Comme un métronome, l'activité s'intensifia de nouveau après des mois de calme relatif. La femme fantôme, un démon Bill, était seul en train d'éplucher des carottes quand, du coin de l'œil, il aperçut quelqu'un. Pensant que c'était Liz, il se retourna pour voir une femme debout dans sa cuisine. Elle était magnifique, le fixant d'un regard vide. Elle ne dit pas un mot, mais se retourna et s'éloigna. Bill décrivit un sentiment d'extrême tentation, comme si elle essayait de le faire la suivre, mais il lutta contre cette impulsion. Bill commença à être assailli par des cauchemars sur l'Égypte. Plus précisément, il faisait des rêves d'une grande silhouette à tête d'oiseau qui ressemblait à la divinité égyptienne Horus, mais ensuite ces cauchemars se sont infiltrés dans la réalité. Ils ont vu la même silhouette debout dans leur cuisine la nuit. Liz réalisa que c'était la figure obscure qu'elle avait vue à l'hiver 1990, celle qui lui avait donné envie de quitter la maison. Ensuite, un exorciste du nom du docteur John Hayson s'est impliqué dans l'affaire. Il a passé des mois dans la maison à prier et à effectuer des rituels avec le couple. Une fois de plus, cela semblait calmer l'activité, mais comme un pendule, elle oscillait entre des moments de calme pour ensuite revenir avec une vengeance grandissante. Au fil des années, de nombreuses explications sur l'origine de la hantise ont été découvertes, avec plusieurs meurtres et exécutions ayant eu lieu à proximité, un résident local ayant même confié à Bill que l'un de ces meurtres s'était produit sur le terrain de Éole Fanog. C'est à la fin de l'année 1993 qu'un homme du nom d'Eddie Burks s'est impliqué. Il avait récemment acquis une certaine notoriété au sein de la communauté paranormale, après avoir apparemment exorcisé Couple, également connu sous le nom de Banque de la Reine, d'un supposé spectre sans tête. Au cours de l'année suivante, Burks a effectué plusieurs visites à la maison. Il affirmait voir de multiples esprits grâce à ses capacités psychiques, mais comme d'autres l'avaient suggéré auparavant, il y avait quelque chose de plus sombre qui résidait dans la maison. C'est à cette époque que Bill a vécu son expérience la plus troublante avec ce qui se passait dans leur maison. Il s'est retrouvé assis à sa table de cuisine tard dans la nuit quand il a remarqué qu'un grand couteau de cuisine y avait été laissé, ce que ni lui ni Liz ne feraient normalement avec de jeunes enfants dans les parages. Bill s'est retrouvé assailli de pensées sombres en regardant le couteau, des pensées de mort, de violence, de suicide. Un frisson lui a parcouru l'échine et il a rangé le couteau dans le tiroir. Il s'est retourné vers la table. Là, posé exactement au même endroit qu'un instant auparavant, se trouvait à nouveau le couteau. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé que quelque chose dans cette maison voulait lui nuire. Heureusement, Eddie Burks est revenu pour effectuer un nouvel exorcisme sur la maison. Cela a réussi à calmer considérablement l'activité, oui, encore une fois, mais le couple a continué à être témoin de toute une série d'apparitions de personnes, bien qu'elles semblaient désormais se manifester principalement dans le jardin. Il y avait toujours le sentiment, bien que plus atténué, que quelque chose était encore présent dans leur maison. Un peu plus d'un an plus tard, durant l'été 1995, une bataille finale fut menée à Éole Fanog. Eddie Burks revint avec 2 enquêteurs paranormaux. Les auditeurs réguliers de la Tape Library reconnaîtront l'un d'entre eux comme étant Maurice Gross, l'enquêteur principal des phénomènes d'Enfield. Burks affirmait avoir identifié la nature de la présence sombre dans la maison. Il croyait qu'il s'agissait d'une entité païenne ancienne et maléfique qui, à un moment de l'histoire, avait été invitée sur ces terres par quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait. Burks procéda une nouvelle fois à un exorcisme, et apparemment grâce à une concentration accrue sur une entité spécifique, ce fut enfin un succès pour la première fois depuis des années. Cette maison est propre. La facture d'énergie suivante que les riches ont reçue a baissé, puis elle a continué à baisser avec chaque facture suivante, jusqu'à ce qu'elle soit inférieure à la moyenne de la région. Quoi que l'on puisse croire, quelque chose s'était produit qui avait mis fin à l'anomalie électrique constante. L'activité paranormale dont les riches avaient été témoins est devenue progressivement de moins en moins fréquente. Cela ne s'est pas arrêté du jour au lendemain, mais il semblait que sa puissance et son intensité avaient considérablement diminué, et surtout, ils ont ressenti que quelque chose dans l'air s'était dissipé. Cette
sensation de bulle qu'ils avaient décrite lorsqu'ils avaient emménagé, avait disparu. Eddie Burks avait cependant un dernier message pour Bill et Liz. Il leur a dit que si la présence sombre dans la maison était la cause de nombreux phénomènes inquiétants dont ils avaient été témoins, ce n'était qu'une partie de la riche tapisserie paranormale qu'était Éole Fanog. Il leur a expliqué que la ferme semblait être un lieu de grande énergie, un endroit où, en particulier dans leur jardin, les esprits perdus gravitaient pour trouver un moyen de passer de l'autre côté. Que cela soit vrai ou non, Bill et Liz ont continué à voir des apparitions de personnes tout au long du reste de leur séjour à Éole Fanog, et comme Eddie l'avait dit, elles étaient principalement aperçues dans le jardin. Mais cela ne les remplissait plus de la même peur qu'ils avaient éprouvée au cours des dernières années. C'était plus léger, une atmosphère plus positive remplissait la maison, et une fois de plus, Éole Fanog était redevenu le bel endroit pittoresque dont ils étaient tombés amoureux. J'ai voulu traiter cette affaire depuis un moment, mais je n'ai cessé de repousser l'échéance. Il y a tellement de choses à aborder que j'espère avoir réussi à lui rendre justice ici. Des incidents les plus banals aux éléments totalement incroyables, l'histoire de Éole Fanog est riche et détaillée. Je n'ai pas réussi à tout couvrir, mais si vous voulez en apprendre davantage, je vous recommande vivement le livre Testimony que j'ai mentionné plus tôt. De plus, l'incroyable Danny Robbins a réalisé une série de podcasts en 10 épisodes sur l'affaire, intitulée La ferme de la sorcière, qui combine interviews et reconstitutions dramatiques et vaut vraiment le détour. Merci de m'avoir rejoint ce soir. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner. J'aimerais également connaître vos points de vue sur cette affaire. Je présente ces histoires telles qu'elles sont rapportées et j'essaie de vous laisser le soin d'en débattre et de les remettre en question, alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire ci-dessous.